une femme de ménage a intercepté un millionnaire et lui a dit de ne pas entrer dans la chambre d'hôtel avec sa femme. Le lendemain matin, 3 hommes en noir et une voiture de luxe étaient non près de sa modeste maison. Le silence du palace royal était trompeur. Derrière ses murs dorés et ses lustres étincelants, des secrets mortels se tramaient dans l'ombre. Angélique Benoît le savait mieux que quiconque. Il était 23 heures passées en ce jeudi de novembre, et les couloirs du 7e étage baignaient dans cette pénombre feutrée que seuls connaissaient ceux qui travaillaient la nuit. Angélique poussa son chariot de ménage le long du corridor, ses pas étouffés par l'épaisse moquette bordeaux, 45 ans, des cheveux châtains tirés en chignon strict. Elle avait cette discrétion que développent ceux qui préfèrent rester invisibles. 5 années qu'elle arpentait ces couloirs, 5 années à nettoyer, à écouter, à observer, 5 années d'un enfer quotidien qu'elle endurait pour une seule raison, Camille. Le souvenir de sa fille lui serra le cœur. 20 ans maintenant. Mon Dieu, comme le temps avait filé. Camille serait-elle toujours en vie? Pascal tenait-il vraiment parole? Ces questions la hantaient chaque nuit. Mais elle n'avait pas le choix. Tant qu'elle obéissait, tant qu'elle rapportait fidèlement chaque geste, chaque conversation, chaque déplacement d'Antoine Benoît, sa fille restait sauf, du moins, c'est ce qu'elle espérait. Angélique s'arrêta devant la porte de la suite présidentielle. Une lueur filtrait sous la porte. Amélie était encore réveillée. La jeune épouse d'Antoine avait cette habitude de passer des heures au téléphone tard le soir. Angélique avait appris à reconnaître le ton de ses conversations, tantôt mielleux quand elle parlait à son mari, tantôt glacial quand elle croyait être seule. Ce soir, la voix qui lui parvenait était différente, plus tendue, plus dangereuse. « Pascal, enfin !» La voix d'Amélie claqua dans le silence. « J'ai cru que tu ne rappellerais jamais. » Angélique sentit ses jambes se dérober sous elle. Pascal, ce nom qu'elle redoutait plus que tout au monde. L'homme qui contrôlait sa vie depuis 15 ans, celui qui était censé être mort depuis 2 ans, mais qui continuait de la terroriser depuis l'au-delà, enfin, pas vraiment l'au-delà. Elle se rapprocha de la porte, le cœur battant à tout rompre. Amélie parlait à voix basse, mais l'acoustique du couloir portait ces mots jusqu'aux oreilles d'Angélique. 15 ans, Pascal. 15 longues années qu'on attend ce moment, tu te rends compte. Un rire cristallin, presque enfantin, mais qui glaçait le sang. Non, non, j'ai été parfaite. Antoine ne se doute de rien. Il est tellement prévisible. Angélique se plaqua contre le mur. Ses mains tremblaient violemment. Elle connaissait ce ton. C'était le même que Pascal employait quand il parlait de ses projets, le même qu'il avait eu ce soir-là, il y a 15 ans, quand il avait tout détruit. Cette nuit, dis-tu? La voix d'Amélie monta d'un cran. Tu es sûre que c'est le bon moment? Un silence. Amélie écoutait. Et Angélique pouvait presque entendre les battements de son propre cœur résonner dans le couloir. D'accord, comme on a prévu, le thé à la camomille. Oui, il en prend tous les soirs à minuit pile. Jamais raté en 3 ans de mariage. Un nouveau rire, plus sombre cette fois. Pascal, tu es un génie. Personne ne soupçonnera jamais rien. Une crise cardiaque, à 52 ans, avec tout le stress qu'il a au travail. Le monde d'Angélique bascula. Elle se mordit le poing pour ne pas crier. Ils allaient tuer Antoine, ce soir, dans moins d'1 heure. Non, je ne faiblirai pas. Tu me connais mieux que ça. La voix d'Amélie se durcit. Et demain matin, quand les médecins constateront le décès, je serai l'épouse éplorée qui hérite de tout l'empire Benoît. Une pause. Toi, tu resteras officiellement mort, bien sûr. Mais on se retrouvera aux Seychelles comme prévu, avec tout cet argent. On pourra enfin vivre comme des rois. Angélique tituba vers son chariot. Ses jambes ne la portaient un peu plus. 15 ans. 15 ans qu'elle espionnait Antoine pour Pascal, croyant protéger sa fille. Et en réalité, elle avait participé à préparer son assassinat. Les souvenirs l'assaillirent comme une vague. Cette nuit d'hiver, il y a 15 ans, quand Pascal avait fait irruption chez eux. « Sylvie, ma chère Sylvie, tu vas m'aider ou ta petite Camille va avoir un accident très, très grave. » Elle revoyait le visage terrifié de sa fille de 5 ans, cachée derrière l'escalier. Elle entendait encore la voix de Pascal. « Tu vas disparaître. Pour toujours, Antoine croira que tu es morte dans l'incendie que je vais déclencher. Et si jamais tu ressurgis, si jamais tu parles, Camille meurt. L'incendie de la maison de campagne, sa fausse mort, sa nouvelle identité, 15 années de torture psychologique,
à regarder l'homme qu'elle aimait refaire sa vie avec cette vipère d'Amélie, sans pouvoir rien dire, sans pouvoir rien faire. Sauf que maintenant, elle pouvait faire quelque chose. Parfait. Il rentre de Marseille vers 11h. Amélie baissa encore la voix. Je lui préparerai son thé comme d'habitude. Il ne se doutera de rien. Et demain, Pascal, on sera enfin libre. Angélique regarda sa montre. 23h15. Antoine ne devrait plus tarder. Dans sa poche, son téléphone vibra. Un message. Elle le consulta d'une main tremblante. Le patron rentre. Ascenseur privé dans 10 minutes. Sécurité, 10 minutes. Elle avait 10 minutes pour sauver l'homme qu'elle aimait encore malgré tout. Quitte à risquer la vie de sa fille. 15 ans de chantage, de mensonges, de souffrances silencieuses. 15 ans à regarder Antoine de loin, à nettoyer les bureaux où il travaillait, à effacer les traces de sa présence tout en mourant d'envie de lui dire la vérité. Cette nuit, ça s'arrêtait. Angélique abandonna son chariot et se dirigea vers l'ascenseur privé. Ses jambes tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. Elle allait sauver Antoine, même si cela devait lui coûter la vie, même si Pascal tenait parole et tuait Camille. Certains choix ne se discutent pas, ils se vivent. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un murmure feutré. Bientôt, Antoine apparaîtrait, fatigué de sa journée à Marseille. Sans se douter qu'un thé mortel l'attendait dans sa suite, Angélique prit une profonde inspiration. 15 ans de silence allèrent s'achever cette nuit. L'ascenseur privé émit son habituel dingue discret, et les portes coulissèrent en silence. Antoine Benoît apparut, costume froissé par le voyage, mallette à la main, l'air épuisé que lui donnaient toujours ses déplacements d'affaires, 52 ans, cheveux poivre et cils impeccablement coiffés malgré la fatigue, il avait cette prestance naturelle des hommes habitués à commander. Il ne remarqua pas immédiatement la femme de ménage qui se tenait près des boutons, ce n'est que lorsqu'elle fit un pas vers lui qu'il leva les yeux, légèrement agacé. « Excusez-moi, mais l'ascenseur est privé après 23h. Vous devriez utiliser... Monsieur Benoît. » La voix d'Angélique était à peine un murmure. Mais elle portait une urgence qui le fit taire. « Il faut que je vous parle. C'est vital. » Antoine fronça les sourcils. Il connaissait vaguement cette femme. Une employée discrète qu'il croisait parfois dans les couloirs. Angélique quelque chose. 5 ans qu'elle travaillait ici. Jamais un problème. Jamais un mot plus haut que l'autre. « Écoutez, madame. » Il chercha son nom. Angélique. Angélique Benoît. Elle avait gardé le nom. Par défi peut-être. Ou par amour. « Monsieur, je vous en supplie. Écoutez-moi. Votre vie est en danger. » Le patron du Palace Royal étudia le visage de sa collaboratrice. 45 ans environ. Des traits fins malgré la fatigue. Des mains abîmées par le travail. Mais c'était ses yeux qui le troublaient. Ses yeux châtains. Si familiers. Et pourtant, de quoi parlez-vous exactement ? Angélique appuya sur le bouton d'arrêt d'urgence. L'ascenseur s'immobilisa entre le 6e et le 7e étage dans un léger à-coup. « Qu'est-ce que vous faites ?» Antoine recula instinctivement. Il n'y a pas d'autre moyen. Les mots sortaient en cascade. 15 ans de silence explosant d'un coup. « Votre femme, Amélie, elle va vous empoisonner cette nuit, dans votre thé. Celui à la camomille que vous buvez tous les soirs à minuit. » Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine la dévisageait comme si elle venait de lui annoncer que la terre était plate. « Je vous demande pardon. Pascal Charbonneau n'est pas mort. » Angélique se plaqua contre la paroi de l'ascenseur. L'accident de voiture il y a 2 ans, c'était du théâtre. Il est vivant, et il orchestre tout ça avec votre femme. Antoine secoua la tête, un sourire incrédule aux lèvres. « Madame, Angélique, c'est ça. Vous vous rendez compte de ce que vous dites. Pascal était mon associé, mon ami. Et Amélie, il s'interrompit. Comment osez-vous insinuer que ma femme... Je les ai entendus. Angélique criait presque maintenant. Il y a 10 minutes. Au téléphone. Elle lui parlait. 15 ans qu'il prépare ça. 15 ans. Quelque chose dans le ton de sa voix, dans le désespoir qui perçait chaque mot, ébranla Antoine. Il la regarda plus attentivement. Ses yeux. Pourquoi lui rappelait-il quelqu'un ? Supposons que je vous crois. Sa voix était mesurée, prudente. Comment une femme de ménage peut-elle connaître les détails de conspiration impliquant ma femme et un homme mort ? Angélique ferma les yeux. Le moment de vérité approchait. Et elle n'était pas prête. Et pas encore. Parce qu'il me fait chanter depuis des années. Pascal, il m'oblige à vous espionner, à rapporter tout ce que vous faites,
Tout ce que vous dites, vous espionnez, la colère monta dans la voix d'Antoine. Depuis quand? Depuis que j'ai commencé à travailler ici. 5 ans. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. Il tient ma fille qu'on croit disparue. Il la garde prisonnière pour m'obliger à... Votre fille. Antoine l'interrompit. Quel âge a-t-elle? 20 ans maintenant. Elle s'appelle Camille. Le nom frappa Antoine comme un coup de poing. Camille, sa propre fille, disparue il y a 5 ans lors d'un voyage scolaire. 15 ans quand elle avait disparu. 20 maintenant. La coïncidence était troublante. Camille comment? Angélique hésita. Dire le nom de famille révélerait tout. Trop tôt. Trop brutalement. Peu importe. Ce qui compte, c'est que vous ne rentriez pas dans cette suite ce soir. Le thé sera empoisonné si vous le buvez. Antoine observait intensément le visage d'Angélique. Ses yeux châtains, cette façon de pencher la tête quand elle était émue, ce petit geste nerveux de la main qui repoussait une mèche rebelle. Un souvenir ancien, douloureux, remontait à la surface. « Montrez-moi vos mains. »« Quoi ? Vos mains. Montrez-les-moi. » Angélique tendit ses mains abîmées par le travail. Antoine les prit dans les siennes, et son pouce caressa machinalement une petite cicatrice en forme de croissant sur l'index droit. « Mon Dieu !» Il lâcha ses mains comme si elle le brûlait. Cette cicatrice, Antoine, elle avait prononcé son prénom avec une tendresse qui le fit vaciller. « Non !» Il recula encore. « Non, c'est impossible. Sylvie est morte. Elle est morte dans l'incendie il y a 15 ans. J'étais là quand on a sorti son corps des décombres. » Le nom était lâché. Angélique, Sylvie, le regardait avec une douleur infinie dans les yeux. Ce n'était pas mon corps, Antoine. C'était celui d'une femme que Pascal avait tuée exprès pour faire croire à ma mort. L'ascenseur sembla se rétrécir autour d'eux. Antoine s'appuya contre la paroi, le souffle court. « Sylvie ?» Sa voix n'était plus qu'un murmure. « Ma Sylvie ?» Je n'avais pas le choix. Il menaçait de tuer Camille si je ne disparaissais pas. Notre fille, Antoine, notre petite Camille. Les 15 dernières années défilèrent en accéléré dans l'esprit d'Antoine. Son deuil, sa culpabilité, sa rencontre avec Amélie 3 ans plus tard. Ce remariage qu'il avait vécu comme une trahison envers la mémoire de Sylvie. Et maintenant, pourquoi maintenant? Pourquoi me dire la vérité ce soir? Parce qu'ils vont vous tuer dans moins d'1 heure. Et que 15 ans de lâcheté, ça suffit. Sylvie relança l'ascenseur. Je ne laisserai pas Pascal détruire ce qui reste de notre famille. Les portes s'ouvrirent au 7e étage. Le couloir baignait dans la même pénombre feutrée, mais tout avait changé. Antoine regardait cette femme qu'il avait pleurée pendant des années, cette épouse qu'il avait crue morte et qui nettoyait ses bureaux depuis 5 ans sans qu'il la reconnaisse. « Le thé ?» dit-il faiblement. « N'y touchez pas. Trouvez une excuse, n'importe laquelle. Dormez ailleurs cette nuit. » Antoine hocha la tête, encore sous le choc. Il sortit de l'ascenseur, se retourna vers elle. « Sylvie, est-ce que notre fille va bien ?»« Je l'espère, Antoine. Je l'espère de tout mon cœur. » Les portes se refermèrent entre eux, comme elles l'avaient fait 15 ans plus tôt. Mais cette fois, l'espoir était permis. Cette nuit, personne ne mourrait. Le lendemain matin, le laboratoire de toxicologie de Lyon confirma ce qu'Angélique savait déjà. Le thé à la camomille contenait une dose létale de cyanure. Suffisamment pour tuer un homme en quelques minutes. Suffisamment pour que la mort paraisse naturelle aux yeux d'un médecin peu attentif. Antoine n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Il avait passé les heures à tourner en rond dans la suite réservée aux invités, incapable de croire ce qui lui arrivait. Sylvie, sa Sylvie était vivante. 15 ans de deuil. 15 ans à porter sa culpabilité comme un fardeau. Et elle était là, sous ses yeux, depuis 5 ans, à 8 heures précises. 3 Mercedes noirs s'arrêtèrent devant un petit pavillon de banlieue, dans le quartier de Vèze. Les voisins écartèrent leurs rideaux pour observer ce déploiement inhabituel. Antoine Benoît, l'homme le plus puissant de la région, descendait personnellement de la première voiture. Angélique, il ne parvenait toujours pas à l'appeler Sylvie, avait entendu les moteurs depuis sa cuisine. Elle savait qu'il viendrait. La nuit avait dû être aussi longue pour lui que pour elle. Elle ouvrit la porte avant qu'il ne frappe. Leurs regards se croisèrent, et 15 années s'effacèrent d'un coup. C'étaient les mêmes yeux bleus qu'elle avait aimés. Plus fatigués peut-être, mais toujours aussi intenses. « Bonjour Antoine. »« Sylvie. »
Il prononça son nom comme une prière. « Nous devons parler. » Elle le fit entrer dans ce petit salon qu'elle avait meublé avec les moyens du bord. Rien à voir avec le luxe de leur ancienne vie. Mais c'était chez elle, son refuge depuis 15 ans. « Alors c'est là que tu vis ?» Antoine regardait autour de lui, comme s'il découvrait une planète inconnue. « C'est là que je survis. » Elle s'assit en face de lui, gardant ses distances. « Tu veux du café ? » ?»« Non, merci. » Il se pencha vers elle. « Sylvie, j'ai besoin de comprendre. Tout, depuis le début. » Elle ferma les yeux, rassemblant son courage. 15 ans de silence à briser en quelques heures. Pascal n'est pas mort dans cet accident de voiture. Il a tout organisé pour disparaître officiellement. Une nouvelle identité, de faux papiers, une planque quelque part, probablement en Suisse, connaissant son goût pour les comptes bancaires discrets. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Pour ton argent, Antoine ? Pour ton empire ? La voix de Sylvie se durcit. Il y a 15 ans, il avait déjà tout prévu. Il m'a fait chanter pour que je disparaisse. Puis il a attendu que tu refasses ta vie, que tu retombes amoureux. Amélie, Antoine serra les poings. Depuis combien de temps elle est dans le coup ? Depuis le début, leur liaison a commencé il y a plus de 10 ans. Elle s'est rapprochée de toi sur ses instructions. Tout était calculé. Votre rencontre soi-disant fortuite, sa fragilité de jeune veuve, son besoin de protection. Les mots frappaient Antoine comme autant de coups de poignard. 3 ans de mariage. 3 ans à croire qu'il avait enfin retrouvé l'amour après le drame. Tout était faux. Et toi ? Comment est-ce qu'il t'a eu ? Sylvie se leva, marcha vers la fenêtre. Les souvenirs étaient trop douloureux. Cette nuit-là, tu te souviens ? Tu étais à Berlin pour le rachat de la chaîne allemande. J'étais seule avec Camille dans la maison de campagne. Sa voix se brisa. Il est arrivé vers minuit, il avait les clés, bien sûr. Il était ton associé, ton ami de confiance. Antoine se souvenait parfaitement de cette nuit. L'appel désespéré de Sylvie vers 3 heures du matin, l'incendie, son retour précipité de Berlin, le corps carbonisé que les pompiers avaient sorti des décombres. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas pour toujours, il tuerait Camille, notre petite fille de 5 ans, Antoine. Il avait des photos d'elle à la sortie de l'école, des détails sur ses habitudes, ses trajets. Les larmes coulaient maintenant. Il était prêt à tuer un enfant pour de l'argent. Mon Dieu! Antoine se prit la tête dans les mains. Et le corps dans l'incendie. Une SDF qu'il avait assassinée, même taille, même couleur de cheveux. L'incendie a fait le reste. Sylvie revint s'asseoir, épuisée par ses révélations. Il m'a donné 2 heures pour partir, 2 heures pour dire adieu à ma vie, à ma fille, à toi. Pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Pourquoi tu ne m'as pas fait confiance ? Parce qu'il surveillait tout, explosa Sylvie. Tes téléphones, tes mails, tes déplacements. Il était ton bras droit, Antoine. Il savait tout de toi, de nous, si j'avais essayé de te prévenir. Camille serait morte. Le silence s'installa, lourd de 15 années de malentendus et de souffrances. Et après ? Demanda doucement Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé après ? J'ai changé d'identité. Petite chirurgie esthétique pour modifier mon nez, mes pommettes, teinture permanente, lentilles de contact colorées. Je suis devenue Angélique Benoît. J'ai gardé ton nom par défi. Un sourire amer. Pendant 10 ans, j'ai vécu discrètement, en espérant que Pascal m'oublierait. Mais il ne t'a pas oublié. Non, il y a 5 ans, quand Camille a eu 15 ans, elle a commencé à poser des questions sur moi. Elle fouillait dans tes affaires, cherchait des photos, des indices. Pascal l'a appris. Antoine blêmit. Le voyage scolaire. Il l'a enlevé, en plein jour, devant ses camarades. Officiellement, elle a disparu dans une avalanche. Mais moi, j'ai reçu une photo d'elle, ligotée, terrorisée, avec un message « Tu travailles pour moi ou elle meurt. » Salaud. Antoine frappa du poing sur la table basse. Ce fils de pute l'a gardé pendant 5 ans. Il l'a gardé et il m'a envoyé t'espionner, me faire embaucher au Palace Royal, surveiller tes faits et gestes, tes rendez-vous, tes projets, tout rapporter. Sylvie essuya ses larmes. Pendant 5 ans, j'ai été son informatrice. Pendant 5 ans, j'ai regardé l'homme que j'aimais reconstruire sa vie avec cette garce, sans pouvoir rien dire.
Antoine la regardait avec une intensité douloureuse. Cette femme qu'il avait pleurée, qu'il avait crue morte, avait enduré 15 ans d'enfer pour protéger leur fille. Où est-elle? Où est Camille maintenant? Je ne sais pas exactement. Pascal ne me dit jamais rien. Mais d'après les bribes de conversation que j'arrive à capter, elle serait quelque part dans le sud, une ferme isolée, probablement dans les Alpes. Antoine se leva, faisant les 100 pas dans le petit salon. On va la retrouver. Je te le promets, Sylvie. On va retrouver notre fille et on va faire payer ce monstre. Comment? Sylvie le regarda avec un mélange d'espoir et de désespoir. Il a tout prévu. Antoine, si on bouge trop vite, si on alerte la police, il tuera Camille et disparaîtra. Tu sais comme moi qu'il en est capable. Alors on va être plus malin que lui. Les yeux d'Antoine brillaient d'une détermination froide. Il a eu 15 ans pour préparer sa vengeance. Maintenant, c'est notre tour. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna. Sylvie. Oui, je ne te laisserai plus jamais disparaître. Plus jamais. Antoine était revenu le soir même. Seul cette fois. Il avait renvoyé ses gardes du corps et conduit lui-même sa BMW jusqu'au petit pavillon de Vèze. Il avait besoin de comprendre, de reconstituer 15 années de sa vie qui venaient de s'effondrer comme un château de cartes. Sylvie l'attendait. Elle avait préparé du thé, pas de la camomille, de l'Earl Grey, celui qu'il préférait autrefois. Ce petit geste domestique les ramena tous deux 20 ans en arrière, quand ils étaient jeunes mariés et que l'avenir leur appartenait. « Tu as changé physiquement », dit Antoine en s'asseyant à la petite table de cuisine. « Pas beaucoup, mais assez pour que je ne te reconnaisse pas. C'était le but. » Sylvie versa le thé, ses gestes précis masquant sa nervosité. Rhinoplastie légère, réduction des pommettes, couleur des cheveux, des yeux. Pascal avait tout organisé. Un chirurgien discret en Suisse, de faux papiers impeccables. Et financièrement, comment as-tu survécu? Petit boulot au noir les premières années, ménage, garde d'enfants, serveuse dans des cafés miteux. Elle eut un sourire amer. De Madame Antoine Benoît à femme de ménage? Il n'y a qu'un pas, finalement. Antoine la regardait intensément, cherchant à retrouver dans ce visage marqué par l'épreuve les traits de la femme qu'il avait aimée. Elle était là, sous cette apparence fatiguée, sous ces rides précoces que la souffrance avait creusées. Raconte-moi cette nuit où tout a basculé. Sylvie ferma les yeux. Elle avait revécu cette scène des milliers de fois, mais jamais elle ne l'avait racontée à voix haute. Tu étais partie pour Berlin dans l'après-midi, l'acquisition de la chaîne Adler. Tu te souviens? Camille et moi, on était restés à la maison de campagne. Elle adorait y passer le week-end. Sa voix se fêla. Elle jouait dans sa chambre, avec ces petites poupées que tu lui ramenais de tes voyages. Antoine hocha la tête. Il se souvenait parfaitement de ces poupées du monde entier, sa façon à lui de combler les absences professionnelles. Vers 11h, je l'ai couchée. Elle m'a demandé de lui chanter la berceuse, tu sais, celle que ma mère me chantait, au clair de la lune. Une larme coula sur sa joue. C'est la dernière fois que j'ai chanté pour ma fille, Antoine. Le silence s'étira entre eux, chargé de toute la douleur de ces années perdues. Pascal est arrivé vers minuit. Il avait les clés, évidemment, ton associé de confiance, ton ami d'enfance. L'amertume perçait dans sa voix. Je regardais la télé au salon quand je l'ai entendu entrer. J'ai cru que c'était toi, que tu avais avancé ton retour. Qu'est-ce qui t'a alerté? C'est pas. Tu marches différemment, plus doucement, lui. Il a toujours eu cette démarche lourde, prétentieuse. Elle but une gorgée de thé, les mains tremblantes. Quand je l'ai vu apparaître dans l'encadrement de la porte, j'ai su que quelque chose clochait. Il avait ce sourire froid qu'il prenait quand il préparait un mauvais coup. Antoine serrait les poings. Pascal Charbonneau, son ami depuis l'université, son témoin de mariage, le parrain de Camille. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Il m'a dit « Bonsoir Sylvie, nous devons parler ». Très calme, très poli, comme s'il venait prendre le café. Sylvie se leva, marcha vers l'évier. Mais il y avait autre chose dans ses yeux, une satisfaction malsaine. Il savourait le moment. Qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Que tu étais en danger, que des gens en voulaient à ta fortune, à ton empire, que la seule façon de te protéger, c'était que je disparaisse. Elle se retourna vers Antoine. Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. Pascal et ses blagues douteuses. Tu te souviens? Antoine se souvenait parfaitement.
Pascal avait toujours eu un humour déplacé, une façon de dire des horreurs en souriant qui mettait mal à l'aise. Mais ce soir-là, il ne plaisantait pas. Il a sorti une photo de Camille, prise le matin même à la sortie de l'école. Il connaissait ses horaires, son trajet, le nom de sa maîtresse. La voix de Sylvie se durcit. Il m'a dit « Si tu ne disparais pas cette nuit, définitivement, je la tue, et ce ne sera pas rapide. » Salaud! Antoine frappa du poing sur la table. Ce fils de pute a menacé notre fille. Ce n'étaient pas des paroles en l'air. Il avait tout prévu. L'incendie, le corps de substitution, mes nouveaux papiers. Il m'a montré les documents. Passeport, carte d'identité, permis de conduire, tout au nom d'Angélique Benoît. Un rire sans joie. Il trouvait ça amusant. Gardez ton nom de famille, sa petite vengeance personnelle. Mais pourquoi? Antoine ne comprenait toujours pas. Pourquoi cette haine? On était associés, on gagnait tous les deux. Parce qu'il n'a jamais supporté d'être numéro 2. Sylvie revint s'asseoir. Tu étais le visionnaire, le charismatique, celui que tout le monde admirait, lui, il n'était que l'exécutant, l'homme de l'ombre. Ça le rongeait depuis des années. Antoine repensa à tous ces signes qu'il avait ignorés, les remarques acides de Pascal, sa façon de contredire systématiquement ses décisions, ses regards noirs quand on complimentait l'hôtel devant lui. Il m'a donné 1 heure pour faire mes bagages, une valise, pas plus, et surtout, ne pas réveiller Camille. Si elle te voit partir, m'a-t-il dit, je serai obligée de la faire taire pour toujours. Mon Dieu, Sylvie, comment as-tu pu supporter ça? Parce que j'étais mère avant d'être épouse. Sa voix était ferme maintenant. Parce que sauver ma fille valait tous les sacrifices, même celui de te perdre, toi. Antoine tendit la main vers elle, mais elle recula imperceptiblement. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. 15 ans, Antoine, 15 ans à te regarder de loin, à nettoyer tes bureaux, à connaître tes habitudes par cœur sans pouvoir te parler. Tu crois que c'était facile. Et quand j'ai épousé Amélie, j'ai eu envie de mourir. Pour de vrai, cette fois. Les larmes coulaient librement maintenant. Voir cette femme porter ton nom, dormir dans notre lit. Jouer à la parfaite épouse. Pascal m'envoyait les photos de votre mariage, les articles de presse, sa façon de me torturer. Antoine se leva, vint se placer derrière elle, sans la toucher. Pourquoi tu ne m'as pas reconnue quand j'ai commencé à travailler au Palace Royal? Si, je t'ai reconnue. Et sa voix était à peine audible. Dès le premier jour, ton parfum avait changé, tes cheveux aussi, mais ta façon de bouger, ton port de tête. Il ferma les yeux. J'ai cru que je devenais fou, que le chagrin me faisait voir Sylvie partout. Et tu n'as rien dit. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Excusez-moi, madame, mais vous ressemblez à ma femme morte. Il eut un rire amer. Et puis, au fil des mois, j'ai fini par me convaincre que c'était impossible, que tu n'aurais jamais pu rester si proche sans me parler. Sylvie se retourna vers lui, pour la première fois depuis 15 ans. Ils se regardaient vraiment, sans masque, sans mensonge. On va la retrouver, Sylvie, on va retrouver Camille, et on va détruire Pascal, je te le promets. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que cette fois, on est ensemble, et que rien ne peut résister à ça. Les jours suivants furent étranges pour Antoine. Il continuait de vivre au Palace Royal, jouant la comédie du mari aimant devant Amélie, alors que chaque regard de sa femme lui donnait envie de vomir. Elle avait exprimé sa préoccupation pour sa santé après l'incident du thé, suggérant même une visite chez le cardiologue. L'ironie de la situation était glaçante. Le soir du 3e jour, il retourna chez Sylvie. Cette fois, elle l'attendait avec une pile de documents étalés sur la table de cuisine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en s'asseyant. « 15 années de surveillance. » Sylvie désigna les papiers d'un geste là. « Tout ce que Pascal m'a obligé à noter sur toi, tes rendez-vous, tes projets, tes habitudes, tes faiblesses. » Antoine parcourut les feuillets avec un mélange de fascination et d'horreur, son existence entière décortiquée, analysée, répertoriée, sa routine matinale, ses plats préférés, ses insomnies quand les affaires allaient mal, ses moments de solitude après la disparition de Camille. « Tu sais tout de moi » murmura-t-il. « Absolument tout. » Sylvie s'assit en face de lui. « Je connais tes cauchemars, Antoine. Je sais que tu parles dans ton sommeil, que tu appelles encore mon nom certaines nuits. Pascal voulait ces détails-là aussi. Comment tu les connaissais? » Amélie lui rapportait tout.
Chaque détail intime de votre vie conjugale, la douleur perçait dans sa voix. Elle se moquait de toi avec lui, de ta fidélité à ma mémoire, de ta culpabilité, de ton refus de refaire entièrement ta vie. Antoine ferma les yeux, submergé par la rage et l'humiliation. Elle savait que tu ne m'avais jamais oublié. Ça l'amusait de jouer avec ça, de porter mes bijoux, de dormir dans notre lit. Pascal trouvait ça poétique. Mes parents. Antoine releva brusquement la tête. L'accident de mes parents, il y a 20 ans, tu crois que... Sylvie hocha tristement la tête. J'ai trouvé des notes dans ses affaires. Il y a des années, quelques lignes griffonnées sur un carnet, frein arrière gauche, acide sulfurique, virage de la corniche. Elle toucha la main d'Antoine. Tes parents commençaient à avoir des doutes sur lui. Ils voulaient qu'il soit écarté de l'entreprise familiale. Le monde d'Antoine vacilla. Ses parents, morts dans ce terrible accident sur la route de Nice, une défaillance mécanique, avaient conclu l'enquête. 20 ans qu'il portait cette douleur. Et c'était un meurtre. Ce monstre. Il a détruit ma famille pièce par pièce. C'était son plan depuis le début. Éliminer tous ceux qui pouvaient lui faire obstacle. Puis s'emparer de l'héritage Benoît. Sylvie sortit une autre liasse de documents. Regarde ça. Antoine découvrit des copies de contrats, des relevés bancaires, des actes notariés, tout un système financier parallèle que Pascal avait mis en place au fil des années. Comptes offshore, société écran, transfert de fonds. Il a détourné des millions d'euros de ton entreprise, discrètement, sur 20 ans, mais le total est vertigineux. Comment tu as eu accès à tout ça ? Pascal n'est pas aussi prudent qu'il le croit. Il me faisait parfois photocopier des documents, transmettre des messages. Il pensait que j'étais trop terrorisée pour comprendre. Un sourire dur apparut sur ses lèvres. Il se trompait. J'ai tout gardé, tout archivé, au cas où. Antoine étudiait les pièces comptables. Effectivement, Pascal avait systématiquement ponctionné l'Empire Benoît, créant sa propre fortune en parallèle. Avec tout cet argent détourné et l'héritage d'Amélie après ma mort, ils auraient eu de quoi vivre comme des rois, pour toujours. Et sans laisser de traces, Pascal officiellement mort, Amélie veuve et pleurée partie refaire sa vie à l'étranger. Sylvie rangea les documents. Le crime parfait. Antoine se leva, marcha vers la fenêtre. La nuit tombait sur le quartier tranquille, et il enviait cette normalité qu'il avait perdue. Parle-moi d'Amélie. Comment elle est entrée dans votre jeu ? Son vrai nom, c'est Amélie Roux, fille d'un petit employé de banque de Grenoble. Pascal l'a rencontrée il y a 12 ans dans un casino de Monte-Carlo. Elle avait 23 ans, lui 40. Elle était déjà mariée. 3 fois. Sylvie consulta ses notes. Première fois à 18 ans, avec un retraité de 70 ans, mort 6 mois plus tard d'une crise cardiaque. Héritage, 200 000 €. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Deuxième mari, un industriel du textile de 50 ans, décédé d'un AVC après 1 an de mariage. Héritage, 500 000 €. Sylvie tourna la page. Troisième mari, un promoteur immobilier, mort dans un accident de chasse soi-disant. Héritage, 1 million d'euros. Une tueuse en série. Formée par Pascal, il lui a appris à choisir ses cibles, à gagner leur confiance, à les éliminer proprement. Sylvie referma le dossier. Quand il a estimé qu'elle était prête pour le gros coup, il l'a dirigée vers toi. Antoine repensa à leur rencontre. 3 ans plus tôt, cette soirée caritative où Amélie était apparue, élégante et fragile, prétendument veuve d'un diplomate mort en mission, il était tombé dans le piège comme un débutant. Elle jouait bien la comédie, dit-il amèrement. C'est son métier, séduire, manipuler, tuer. Sylvie le rejoignit près de la fenêtre. Pendant 3 ans, elle a étudié tes habitudes, tes goûts, tes faiblesses. Elle savait exactement quel bouton presser pour te faire craquer. Et moi qui croyais avoir retrouvé l'amour. Tu cherchais quelqu'un pour remplacer ton fantôme, elle le savait, elle a joué là-dessus, en se faisant passer pour une femme brisée comme toi. Sylvie posa doucement sa main sur son bras. Ce n'est pas ta faute, Antoine. Tu ne pouvais pas deviner. Il se tourna vers elle, plongeant son regard dans le sien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir la police avec tout ça. Non, la réponse de Sylvie était catégorique. Pascal a des contacts partout. Police, justice, administration.
Si on alerte les autorités maintenant, il sera prévenu dans l'heure. Alors comment on procède? On lui tend un piège dont il ne pourra pas se sortir. Sylvie retourna vers ses documents. J'ai une idée, mais elle est risquée. Je t'écoute. On va leur faire croire que leur plan a fonctionné, que tu es mort empoisonné, que Amélie a hérité comme prévu. Elle le regarda intensément. Il faudra organiser tes propres funérailles, Antoine. Le silence s'installa. Antoine réfléchissait aux implications de cette proposition audacieuse. Et Camille, comment on la retrouve avant de déclencher tout ça? On ne la retrouve pas avant. La voix de Sylvie était douloureuse, mais déterminée. On utilise Pascal contre lui-même. Quand il croira avoir gagné, il voudra récupérer Camille pour effacer les traces. C'est à ce moment-là qu'on interviendra. C'est risqué, très risqué. C'est notre seule chance. Sylvie prit ses mains dans les siennes. Fais-moi confiance, Antoine. Comme tu aurais dû le faire il y a 15 ans. Il la regarda longuement, retrouvant dans ses yeux cette détermination qui l'avait séduit 20 ans plus tôt. D'accord, on va jouer leur jeu. Et on va gagner. 3 semaines plus tard. L'information que Pascal attendait depuis si longtemps lui parvint enfin. Antoine Benoît était mort, officiellement d'une crise cardiaque foudroyante dans son bureau. Un soir de surmenage. Les journaux locaux relataient les circonstances tragiques. L'homme d'affaires lyonnais retrouvé effondré sur son bureau par sa secrétaire le lendemain matin. Amélie jouait son rôle de veuve éplorée à la perfection. Voile noir, sanglots contenus, dignité dans l'épreuve. Elle avait même versé quelques larmes sincères lors de la cérémonie. Mais de joie, pas de tristesse. Ce que Pascal ignorait, c'était que 3 hommes observaient ses moindres faits et gestes depuis 15 jours. Des détectives privés triés sur le volet par Antoine, spécialisés dans la surveillance discrète, anciens services secrets, ils savaient filer un suspect sans être repéré. Le 4e jour après les funérailles, Pascal commit sa première erreur. Il sortit de sa planque suisse pour rencontrer Amélie dans un petit restaurant de Annecy. L'émotion de la victoire l'avait rendu imprudent. C'est lui, confirma Sylvie en regardant les photos prises par les détectives. Un peu plus gris, quelques rides en plus. Mais c'est bien Pascal Charbonneau. Antoine observait les clichés avec une rage froide. Son ancien associé avait l'air détendu, heureux même. Il souriait en trinquant avec Amélie, savourant probablement sa vengeance accomplie. Où est-ce qu'il se retrouve? Toujours dans des lieux différents. Restaurants isolés, parking d'autoroute, aires de repos. Sylvie étudiait les rapports de filature. Mais ils ont un point commun. Ils sont tous situés dans un rayon de 50 km autour de la vallée de la Tarentaise. Tu penses que c'est là qu'il garde Camille? J'en suis certaine. Quelque part dans cette région, dans une ferme isolée. Elle pointa la carte. Regarde, tous leurs rendez-vous gravitent autour de cette zone. Pascal ne s'éloigne jamais trop de sa base. Le 5e jour, ils eurent leur première vraie piste. L'un des détectives suivait Amélie depuis Lyon. Quand elle prit l'autoroute A40 en direction de la Savoie, elle s'arrêta dans une station-service près de Bourg-en-Bresse pour faire le plein et acheter des provisions. Beaucoup de provisions, nota le détective dans son rapport. Nourriture pour plusieurs personnes, produits d'hygiène féminine, médicaments, comportement d'une personne qui va s'occuper de quelqu'un d'autre. Amélie avait ensuite pris la direction de la vallée de la Tarentaise, mais elle avait réussi à semer la filature dans les routes sinueuses de montagne. Le détective avait perdu sa trace près du village de Pralognan-Lavanoise. « C'est là !» dit Antoine en plantant son doigt sur la carte. « Dans ce secteur. » « Comment on procède ? On ne peut pas fouiller toute la vallée ? » ?»« Si, on peut. » Antoine décrocha son téléphone. « J'ai des contacts dans la région. Des guides de montagne, des propriétaires de refuges, on va les faire parler. » Il fallut 2 jours supplémentaires pour obtenir l'information cruciale. Un guide local se souvenait d'un homme qui avait loué une ferme abandonnée 2 ans plus tôt. Un type bizarre, payé cash, ne voulait voir personne. La ferme Moulin, au bout du chemin de la Barmette, isolée, parfaite pour quelqu'un qui veut la paix. Le soir même, Antoine et Sylvie roulaient vers la Savoie dans une voiture banalisée. Ils avaient laissé les détectives continuer la surveillance d'Amélie à Lyon pour ne pas éveiller les soupçons. La ferme Moulin était effectivement isolée, perchée à 1000 mètres d'altitude, accessible seulement par un chemin de terre défoncé. Elle offrait une vue imprenable sur la vallée, et aucun voisin à des kilomètres à la ronde. L'endroit idéal pour retenir quelqu'un contre son gré. Ils garèrent la voiture à 1 kilomètre de distance et finirent le trajet à pied, progressant dans l'ombre des sapins.
Antoine portait des jumelles militaires. Sylvie un appareil photo avec téléobjectif. « Là !» chuchota Sylvie en pointant vers une fenêtre du premier étage. « Il y a de la lumière. » Antoine ajusta les jumelles. Effectivement, une faible lueur filtrait derrière des rideaux tirés. Au rez-de-chaussée, une autre fenêtre était éclairée, et il pouvait distinguer des silhouettes qui se déplaçaient. Combien ils sont? Difficile à dire. Au moins 2 personnes au rez-de-chaussée. Antoine scruta l'étage, et quelqu'un à l'étage, dans ce qui ressemble à une chambre. Ils attendirent. L'observation était la clé du succès. Il fallait comprendre l'organisation des lieux, les habitudes des gardiens, les moments de vulnérabilité. Vers 22h, ils eurent leur première confirmation. Une silhouette apparut brièvement à la fenêtre de l'étage, écartant légèrement le rideau. Une jeune femme aux cheveux longs et châtains. « Camille !» souffla Sylvie, les larmes aux yeux. Antoine prit l'appareil photo et mitrailla. Même de loin, même après 5 ans, il reconnaissait sa fille, plus grande, plus mince. Mais c'était bien elle, vivante. « Elle a l'air d'aller bien », murmura-t-il. « Elle bouge normalement, elle ne semble pas blessée. Pascal a besoin qu'elle reste en bonne santé. C'est son atout maître pour me contrôler. » Ils restèrent en planque jusqu'à l'aube, notant tout, les allées et venues des gardiens, les horaires d'extinction des lumières, la disposition des pièces. Pascal avait organisé une surveillance simple mais efficace. 2 hommes se relayaient au rez-de-chaussée. Camille était enfermée à l'étage. « On ne peut pas faire ça nous-mêmes », dit Antoine en redescendant vers la voiture. « Il faut des professionnels. » « Non », Sylvie était catégorique. « Si on fait appel à des mercenaires, Pascal le saura. Il a des contacts partout. » Alors quoi? On attend que l'occasion se présente. On la provoque? Sylvie avait réfléchi pendant toute la nuit. Pascal va vouloir récupérer Camille maintenant qu'il croit avoir gagné, pour l'emmener avec lui aux Seychelles, ou simplement pour s'en débarrasser. Antoine frissonna à cette pensée. Il va venir ici dans les prochains jours. Et quand il viendra, il sera moins méfiant. C'est à ce moment-là qu'on interviendra. Comment on peut en être sûr? Parce qu'Amélie va le lui demander. Sylvie sortit son téléphone. Je vais reprendre contact avec elle, lui dire que j'ai peur, que je veux arrêter de jouer les informatrices maintenant qu'Antoine est mort. C'est risqué, si elle se doute de quelque chose. Elle ne se doutera de rien. Pour elle, je ne suis qu'une femme de ménage terrorisée qui veut retrouver sa fille. Sylvie composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Pascal ne pourra pas résister à l'envie de venir régler le problème lui-même. La conversation fut brève. Amélie promit de transmettre le message à Pascal. Sylvie joua parfaitement son rôle de femme épuisée par 15 ans de chantage et qui réclamait enfin sa liberté. Elle a mordu à l'hameçon, dit-elle en raccrochant. Pascal va rappeler dans la soirée. Ils passèrent la journée à préparer leur plan. Antoine contacta discrètement les détectives pour qu'ils intensifient la surveillance d'Amélie. Si Pascal quittait sa planque suisse, il devait être prévenu immédiatement. Le soir, le téléphone de Sylvie sonna. La voix qu'elle n'avait pas entendue depuis des mois la fit frissonner. « Angélique, ma chère Angélique. » Pascal Charbonneau semblait d'excellente humeur. « On me dit que tu veux voir ta fille. Oui, maintenant qu'Antoine est mort, j'ai rempli ma part du contrat. Je veux récupérer Camille. » « Bien sûr. » « Bien sûr. » Un rire cristallin. « Après tout, un marché est un marché. Je vais arranger ça. Demain soir, ferme Moulin, vallée de la Tarentaise. Tu connais l'endroit. Je le trouverai. J'en suis sûre. À demain, Angélique. Et félicitations pour ton excellent travail. Grâce à toi, justice a enfin été rendue. » Il raccrocha. Sylvie et Antoine se regardèrent. Le piège était en place. Dans 24 heures, ils auraient récupéré leur fille ou ils seraient tous morts. Le lendemain, Sylvie arriva seule à la ferme Moulin, comme convenu. Mais elle n'était pas vraiment seule. Antoine et les 3 détectives étaient postés dans la forêt environnante depuis l'aube. Équipés de matériel de surveillance et de communication, le plan était simple, attendre que Pascal se montre, puis frapper simultanément. La ferme semblait déserte dans la lumière douce du crépuscule. Sylvie gara sa voiture près de l'entrée et sortit lentement, les mains visibles. Elle savait qu'on l'observait depuis les fenêtres. « Camille !» cria-t-elle. « Camille, c'est maman. » Un rideau bougea à l'étage. Pendant une seconde, elle entrevit le visage de sa fille, 20 ans. Des traits fins qui rappelaient ceux d'Antoine. Mais les yeux châtains de sa mère, Camille avait grandi,
était devenue une jeune femme. Et Sylvie avait raté chaque moment de cette transformation. La porte de la ferme s'ouvrit. Pascal Charbonneau apparut, plus gris qu'autrefois, mais toujours cette prestance arrogante qui l'avait toujours caractérisé. Il portait un costume sombre impeccable, déplacé dans ce décor rustique, angélique. Il ouvrit les bras comme pour accueillir une vieille amie. « Tu as fait du chemin pour arriver jusqu'ici. Où est ma fille ?» Toujours direct. « J'apprécie ça. » Pascal sourit. « Elle va bien, ne t'inquiète pas. 5 années d'hospitalité de première classe. 2 hommes sortirent de la ferme derrière lui. Des mercenaires, sans doute. Le type de brute que Pascal aimait employer pour ses sales besognes. Ils étaient armés. Tu viens seul, j'espère. » Pascal scruta les alentours. « Parce que si tu as eu la mauvaise idée d'amener de la compagnie, je suis seule. » Sylvie leva les mains. « Tu peux me fouiller si tu veux. »« Oh, je vais le faire. » Pascal fit signe à l'un de ses hommes. « Marc, vérifie qu'elle n'a rien sur elle, et jette un œil à sa voiture aussi, pendant que le mercenaire la fouillait. » Pascal continuait de parler, savourant visiblement sa victoire. 15 ans, Angélique, 15 longues années de préparation. Tu ne peux pas imaginer comme c'était frustrant d'attendre, de voir Antoine prospérer avec mon argent, mes idées. Sa voix se durcit. Il m'a toujours considéré comme un subalterne, le brillant Antoine Benoît et son fidèle associé Pascal. Tu étais son ami. Son ami. Pascal éclata de rire. J'étais son larbin, celui qui exécutait ses grands projets, qui gérait les détails pendant que monsieur récoltait tous les lauriers, dans l'oreillette qu'elle portait discrètement. Sylvie entendait la voix d'Antoine. « Tiens-le en conversation, on se positionne. »« Et mes beaux-parents ?» demanda-t-elle. C'était vraiment nécessaire de les tuer. « Ah, tu es au courant pour ça aussi. » Pascal ne semblait pas surpris. Les vieux Benoît commençaient à avoir des doutes sur moi. Ils fouillaient dans les comptes, posaient trop de questions. Il fallait s'en débarrasser avant qu'ils découvrent mes petits arrangements financiers. 20 ans de détournement, 20 ans à prendre ce qui me revenait de droit. Pascal s'emporta. Cet empire, je l'ai bâti autant qu'Antoine, mais c'est lui qui en récoltait tous les bénéfices. Le mercenaire revint vers eux. Elle est clean, patron. Pas d'armes, pas de micro. Sa voiture aussi, rien à signaler. Parfait. Pascal se détendit légèrement. Bon, maintenant qu'on a réglé les formalités, parlons sérieusement. Tu veux voir ta fille ? C'est pour ça que je suis là. Bien sûr, mais avant, j'aimerais qu'on discute de ton avenir. Pascal commença à marcher autour d'elle, comme un prédateur. Tu vois, maintenant qu'Antoine est mort, tu n'as plus d'utilité pour moi. Sylvie sentit un frisson d'angoisse. Ce n'était pas prévu dans le plan. Tu m'avais promis, je t'avais promis de libérer ta fille si tu m'aidais à éliminer Antoine, chose faite. Pascal s'arrêta face à elle. Mais je n'ai jamais promis de vous laisser la vie sauve toutes les deux. Dans la forêt, Antoine serrait les poings. Il entendait tout grâce au micro ultra sensible braqué sur la cour de la ferme. Pascal était en train de révéler son vrai plan. Éliminer tous les témoins, vous voir repartir dans la nature, avec tout ce que vous savez sur moi. Pascal secoua la tête. Ce serait de la négligence professionnelle. Tu ne peux pas faire ça. Camille n'a rien fait. Camille en sait trop. 5 ans à mes côtés. Elle a tout vu, tout entendu. Pascal haussa les épaules. Et puis, elle ressemble trop à son père. Ça m'agace. À cet instant, une voix forte retentit depuis l'étage. Pascal, tous levèrent les yeux. Camille était apparue à la fenêtre ouverte de sa chambre, mais ce qui stupéfia tout le monde, c'est qu'elle tenait à la main une caméra vidéo. « Tout ce que tu viens de dire est enregistré », cria-t-elle. « Tes aveux, tes menaces, tout, et cette caméra diffuse en direct sur Internet. » Pascal blêmit. « Qu'est-ce que tu racontes ? 5 ans que je te filme en secret. » Camille brandissait la caméra comme un trophée. Chaque crime que tu as commis, chaque ordre que tu as donné, chaque conversation avec Amélie, tout est documenté et sauvegardé. C'est impossible. Pascal se tourna vers ses hommes. Montez la chercher, immédiatement. Mais les mercenaires ne bougèrent pas. Ils regardaient fixement la lisière de la forêt, où des points rouges de viseurs laser dansaient sur leur poitrine. Je ne bougerais pas si j'étais vous, dit la voix calme d'Antoine derrière Pascal. Le maître chanteur se retourna lentement. Antoine Benoît sortait de l'ombre des sapins, parfaitement vivant, flanqué des 3 détectives armés jusqu'aux dents. Antoine. Pascal recula, comme s'il voyait un fantôme. Mais tu es mort.
Je suis venue à tes funérailles. Désolée de te décevoir. » Antoine s'avança, le visage dur. « Comme tu peux le voir, les nouvelles de ma mort ont été grandement exagérées. Comment c'est possible? Complicité de mon médecin, d'un employé des pompes funèbres et un bon acteur pour jouer le cadavre. » Antoine sourit froidement. « Tu n'es pas le seul à savoir organiser une mise en scène. » Pascal regardait autour de lui. Cherchant une issue, ces hommes avaient à lever les mains, visés par les tireurs d'élite postés dans les arbres. « 15 ans que tu détruis ma famille, » continua Antoine. « Mes parents, ma femme, ma fille, tout ça par jalousie et cupidité. Antoine, on peut s'arranger. » Pascal essayait de reprendre contenance. « On a été associés, on peut redevenir associés. » Antoine éclata d'un rire sans joie. « Avec un assassin, avec l'homme qui a terrorisé ma famille pendant 15 ans. » À l'étage, Camille continuait de filmer toute la scène. 5 ans de captivité l'avaient transformée en une jeune femme déterminée et intelligente. Elle avait su transformer sa prison en observatoire, documentant méthodiquement tous les crimes de Pascal. « Tu sais ce qui me fait le plus plaisir, » dit Antoine en s'approchant encore. « C'est que ta propre arrogance t'a perdu. Si tu avais été moins bavard, si tu n'avais pas eu besoin de savourer ta victoire en racontant tous tes crimes. »« Les flics arrivent !» cria l'un des détectives en regardant sa montre. « Dans 5 minutes !» Pascal comprit que tout était fini. 15 ans de planification minutieuse s'effondraient en quelques minutes. Il porta la main à sa veste, cherchant probablement une arme de secours. « Je ne ferai pas ça », dit Sylvie derrière lui. Il se retourna et découvrit que la femme de ménage terrorisée pointait un pistolet sur sa tempe. Où l'avait-elle trouvé? Peu importait. « 15 ans à détruire ma vie, » murmura-t-elle. « 15 ans à me séparer de ma famille. Tu vas payer pour ça, Pascal. Tu vas payer très cher. » Les sirènes de police retentissaient déjà dans la vallée. 2 semaines plus tard, le mausolée familial des Benoît était décoré de couronnes mortuaires et de rubans noirs. Tout Lyon était venu rendre un dernier hommage à Antoine Benoît, officiellement décédé d'une crise cardiaque. L'ironie de la situation n'échappait à personne. L'homme le plus puissant de la région était enterré dans le plus grand secret, alors qu'il observait ses propres funérailles depuis une crypte adjacente. Amélie jouait son rôle à la perfection. Vêtue d'un tailleur noir Chanel, un voile de dentelle encadrant son visage, elle incarnait la veuve éplorée avec un talent d'actrice consommé. Ses sanglots contenus, ses gestes mesurés, sa dignité dans l'épreuve, tout y était. « Regarde-la », murmura Antoine à Sylvie, tous deux cachés derrière une cloison amovible du mausolée. Elle a répété cette scène pendant des mois. « C'est une professionnelle, » répondit Sylvie. « 3 maris assassinés avant toi. » Elle maîtrise le protocole. À travers une fente discrète, ils observèrent la cérémonie. Pascal n'était pas encore arrivé. Officiellement, il était mort depuis 2 ans et ne pouvait donc pas assister aux obsèques. Mais il savait qu'il viendrait. L'occasion était trop belle, la symbolique trop forte pour qu'il résiste. « Mes chers amis, » commença le prêtre d'une voix solennelle, « nous sommes rassemblés aujourd'hui pour honorer la mémoire d'Antoine Benoît, homme d'affaires respecté, époux aimant, père dévoué. » Camille, déguisée en employée du service funéraire, circulait discrètement parmi l'assistance avec sa caméra camouflée dans un bouquet de fleurs. 5 ans de captivité l'avaient aguerrie, transformée en une jeune femme d'une intelligence redoutable. Elle avait insisté pour participer à l'opération finale. « Je veux voir sa tête quand il comprendra qu'il est piégé », avait-elle dit à ses parents retrouvés. 5 ans que j'attends ce moment. Les premiers invités commençaient à défiler devant le cercueil vide. Employés de l'Empire Benoît, partenaires commerciaux, notables lyonnais. Tous venaient de présenter leurs condoléances à Amélie. Elle recevait chaque témoignage avec une émotion parfaitement dosée. « Merci d'être venu », répétait-elle. Antoine aurait été touché par tant de marques d'affection. Si seulement il savait, pensait Sylvie, si seulement il connaissait la vraie nature de cette femme qui pleurait des larmes de crocodile sur un cercueil vide. Vers 15 heures, un homme en costume sombre fit son apparition au fond du cimetière. Il portait des lunettes de soleil et une fausse barbe, mais Antoine le reconnut immédiatement. « Pascal », souffla-t-il. L'ancien associé restait en retrait. Observant la scène depuis une distance respectueuse, il ne pouvait pas s'approcher trop. Officiellement, Pascal Charbonneau était mort dans un accident de voiture 2 ans plus tôt.
mais il ne pouvait pas résister au plaisir de savourer sa victoire. Amélie l'avait repéré également. Leurs regards se croisèrent brièvement, et elle lui adressa un sourire discret. Message reçu, mission accomplie, il va falloir attendre qu'il s'approche, dit Antoine. Le plan ne marche que s'il entre dans le mausolée. Il viendra, assura Sylvie. Son ego ne lui permettra pas de partir sans avoir jeté un dernier coup d'œil à ton cercueil. La cérémonie touchait à sa fin. Les derniers invités présentèrent leurs condoléances et se dirigeaient vers la sortie. Bientôt, il ne resta plus qu'Amélie, quelques employés des pompes funèbres, et Pascal qui continuait d'observer depuis les cyprès. « Mes très chers amis, » dit Amélie d'une voix brisée par l'émotion. « J'aimerais avoir quelques instants seul avec mon époux, pour lui dire adieu. » Le personnel se retira respectueusement. Amélie se retrouva seule dans le mausolée, face au cercueil d'acajou. Elle attendit que les pas s'éloignent, puis fit signe à Pascal de la rejoindre. « C'est maintenant » chuchota Antoine. Pascal sortit de sa cachette et se dirigea vers le mausolée d'un pas prudent. Il regardait autour de lui, s'assurant que personne ne l'observait, puis il poussa la lourde porte de bronze et pénétra dans la crypte. « Ma chérie, » dit-il en serrant Amélie dans ses bras, « c'est fini. On a réussi. J'ai cru que tu ne viendrais jamais, » répondit-elle en l'embrassant passionnément. « J'avais peur que tu changes d'avis. » Raté ça, Pascal se dirigea vers le cercueil. « Jamais de la vie. Je voulais voir de mes propres yeux le cercueil de ce salaud d'Antoine. » Il posa ses mains sur le couvercle d'acajou, savourant le moment. 20 ans que j'attendais ça, 20 ans à supporter son arrogance, sa suffisance, ses grands airs. Sa voix montait, portée par l'émotion. Et maintenant, il est là-dedans, raide mort, et c'est moi qui ai gagné. Pas seulement gagné, ajouta Amélie. On a récupéré tout son empire. 2 milliards d'euros, Pascal, 2 milliards. Et ce n'est que le début. Pascal caressait le cercueil comme on caresse un trophée. Avec cet argent, on va pouvoir vivre comme des rois. Plus jamais de cachette, plus jamais de faux noms. Qu'est-ce qu'on fait d'Angélique et de sa fille ? Elles ne nous embêteront plus, dit Pascal avec un sourire cruel. J'ai donné l'ordre hier soir. Mes hommes s'en occupent aujourd'hui même. Un accident de la route sur l'autoroute. Très crédible. Amélie frissonna légèrement. Tu es sûre que c'est nécessaire ? Bien sûr que c'est nécessaire. Pascal se tourna vers elle. Elles en savent trop. Et puis, la petite Camille me rappelait trop son père. Ses yeux bleus arrogants. Cette façon de me regarder comme si j'étais de la merde. Tu as raison, il vaut mieux tout nettoyer. Pascal revint vers le cercueil. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'Antoine est mort en me faisant confiance. Jusqu'au bout, il a cru que j'étais son ami fidèle. Il ne s'est douté de rien. Rien du tout. Pascal éclata de rire. Même quand Angélique l'a prévenu pour le thé empoisonné, il n'a pas fait le rapprochement. Il a cru que c'était juste toi qui avais mal calculé ton coup. Et mes précédents maris. Quoi, mes précédents maris ? Pascal l'imita d'une voix de fausset. Tu veux dire tes précédentes victimes ? Le vieux Dubois, le textile Martel et le promoteur Rousseau ? Ils n'ont jamais soupçonné. Jamais. Tu es trop douée, ma chérie. Trop belle, trop touchante, trop fragile. Il l'a pris par la taille. Qui pourrait soupçonner qu'une si jolie veuve soit en réalité une tueuse en série ? À cet instant précis, une voix familière retentit dans le mausolée. Moi, par exemple. Pascal et Amélie se figèrent. La voix venait de derrière eux, mais c'était impossible. Ils étaient seuls dans la crypte. « Mais qui a parlé ?» balbutia Amélie. « Moi », répéta la voix. Pascal se retourna lentement vers le cercueil. Ce qu'il vit le fit vaciller. Le couvercle s'ouvrait silencieusement. Et Antoine Benoît en sortait comme un diable de sa boîte. « Bonsoir, Pascal. Bonsoir, Amélie. » Amélie poussa un cri et recula jusqu'au mur. Pascal était pétrifié, incapable de bouger, fixant cet homme qu'il croyait mort. « Tu es mort », articula-t-il péniblement. « Apparemment pas. » Antoine se redressa complètement, épousseta son costume. « Désolé de vous décevoir, mais je me porte comme un charme. » À cet instant, la porte du mausolée s'ouvrit. Sylvie entra, suivie de Camille et d'une équipe de policiers. « Surprise !» dit Camille en brandissant sa caméra. « Tout votre petit numéro est enregistré. Aveu complet, crime détaillé, projet d'assassinat, un vrai festival. » Pascal regardait tour à tour Antoine, Sylvie et Camille.
tous ces morts qui ressuscitaient en même temps. C'est impossible, vous êtes tous morts. Eh bien non, dit Sylvie en s'approchant. Nous sommes tous bien vivants, contrairement à tes 3 victimes de la route de Nice, contrairement aux 3 maris d'Amélie, contrairement à toutes les personnes que vous avez assassinées pour de l'argent. Les menottes claquèrent aux poignets de Pascal et d'Amélie. 15 ans de cauchemar prenaient fin dans ce mausolée, théâtre de leur dernier mensonge. 6 mois plus tard, le palais de justice de Lyon n'avait jamais connu un tel afflux de journalistes et de curieux. L'affaire Charbonneau-Roux, comme l'avaient surnommé les médias, passionnait la France entière. Une conspiration de 15 ans, des morts suspectes, des identités falsifiées, et cette incroyable mise en scène des funérailles. Tout y était pour alimenter les chroniques judiciaires. Camille Benoît, devenue entre-temps une étudiante brillante en droit à l'université Lyon-Touray, avait obtenu l'autorisation exceptionnelle d'assister au débat, assise au premier rang. Elle ne quittait pas des yeux les 2 accusés qui lui avaient volé 5 années de sa vie. Pascal Charbonneau avait beaucoup vieilli en détention provisoire. Ses cheveux avaient reblanchi, son visage s'était creusé, et il avait perdu cette arrogance qui le caractérisait autrefois. Face aux caméras, il évitait soigneusement de croiser le regard de ses anciennes victimes. Amélie Roux, elle avait retrouvé son nom de naissance. Tentait encore de jouer la comédie, vêtue sobrement, elle arborait l'expression de la femme manipulée par un homme plus fort qu'elle. Mais ses avocats savaient que la cause était perdue d'avance. L'accusé Pascal Charbonneau, tonna le président du tribunal, vous êtes poursuivi pour assassinat avec préméditation, enlèvement et séquestration, faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et tentative d'empoisonnement. Comment plaidez-vous ? Pascal se leva péniblement. Non coupable, monsieur le président. Un murmure parcourut l'assistance. Malgré l'évidence des preuves, il niait encore. L'accusée Amélie Roux, continua le président. Vous êtes poursuivi pour les mêmes chefs d'accusation, ainsi que pour les assassinats de MM, Dubois, Martel et Rousseau. Comment plaidez-vous ? Non coupable également. Sa voix était à peine audible. Maître Bertrand, l'avocat général, se leva pour son réquisitoire, homme de 60 ans à la réputation irréprochable. Il avait étudié le dossier pendant des mois. Messieurs les jurés, nous nous trouvons face à l'une des affaires criminelles les plus complexes et les plus cyniques de ces dernières décennies. Il se dirigea vers les accusés. Pascal Charbonneau et Amélie Roux ont orchestré pendant 15 ans une machination diabolique pour s'emparer de l'Empire Benoît. Il se tourna vers les jurés. Pour y parvenir, ils n'ont reculé devant aucun crime. Assassinat des parents d'Antoine Benoît en 1985, chantage et terrorisme psychologique envers Sylvie Benoît, enlèvement et séquestration de Camille Benoît pendant 5 ans. L'avocat général détailla ensuite les crimes d'Amélie Roux. 3 époux assassinés avant Antoine Benoît. 3 hommes qui ont eu le malheur de tomber amoureux de cette femme et de posséder une fortune convoitable. Les preuves s'accumulaient au fur et à mesure des témoignages. Antoine raconta les 15 années de deuil, la culpabilité qu'il avait rongée après la prétendue mort de Sylvie, la manipulation dont il avait été victime de la part d'Amélie. Elle savait exactement sur quel levier jouer, expliqua-t-il à la barre. Ma solitude, ma culpabilité, mon besoin de fonder une nouvelle famille. Chaque geste, chaque mot était calculé. Sylvie témoigna ensuite, racontant cette nuit où Pascal avait fait irruption chez eux, les menaces contre Camille, la mise en scène de sa propre mort. 15 ans de ma vie ont été volés, dit-elle d'une voix ferme. 15 ans à vivre dans l'ombre, à regarder ma famille de loin, à subir ce chantage quotidien, tout ça pour l'argent. Mais le témoignage le plus poignant fut celui de Camille. Malgré ses 20 ans, elle fit preuve d'une maturité impressionnante en racontant ses 5 années de captivité. Pascal Charbonneau m'a kidnappée quand j'avais 15 ans, commença-t-elle. Il m'a enfermée dans différentes cachettes, d'abord en Suisse, puis en France. Mais il a commis une erreur. Il m'a sous-estimée. Elle expliqua comment elle avait réussi à documenter secrètement les activités criminelles de Pascal, transformant sa prison en observatoire. J'ai enregistré des centaines d'heures de conversation. Pascal se croyait en sécurité avec moi. Il parlait librement de ses crimes devant une gamine qu'il pensait terroriser. Un sourire dur apparut sur ses lèvres. En réalité, je prenais des notes. Les enregistrements vidéo réalisés par Camille furent diffusés dans la salle d'audience. On y voyait Pascal donner des ordres à ses complices, organiser des transferts d'argent illégaux, planifier l'assassinat d'Antoine. Ces images sont accablantes, commenta le président.
Nous entendons l'accusé Charbonneau avouer explicitement ses crimes. Pascal tenta une défense désespérée. Ces enregistrements sont trafiqués. Cette fille ment, elle cherche à se venger. Mais l'expertise technique avait confirmé l'authenticité des vidéos. Aucun montage, aucune manipulation. Les preuves étaient irréfutables. L'un des moments les plus marquants du procès fut la confrontation entre Pascal et la famille Benoît. Face à Antoine, Sylvie et Camille réunis, l'ancien associé perdit définitivement sa superbe. « Tu étais mon ami », dit Antoine. Dit « Mon témoin de mariage, le parrain de ma fille. Comment as-tu pu faire ça ?» Pascal garda le silence un long moment, puis explosa. « Ton ami, j'étais ton larbin, oui. 20 ans à travailler dans ton ombre, à exécuter tes ordres, à voir tout le monde t'admirer pendant que moi, je restais invisible. Alors tu as tué mes parents. Ils allèrent me virer. Ils avaient découvert mes prélèvements sur les comptes de l'entreprise. » Pascal cracha ces mots. « J'ai juste récupéré ce qui me revenait de droit. Et ma femme, et ma fille. Elles aussi te revenaient de droit. » Pascal ne répondit pas. Il venait de sceller son propre sort par ses aveux. Amélie tenta une dernière stratégie en accusant Pascal de l'avoir manipulé. « J'étais jeune, influençable. Il m'a promis l'amour, la richesse. Je ne savais pas qu'il était un assassin, mais les preuves de sa participation active au crime étaient trop nombreuses. Les enquêteurs avaient retrouvé les traces des poisons utilisés pour tuer ses 3 premiers maris, tous achetés par elle dans différentes pharmacies, sous de fausses identités. Le procès dura 3 semaines. Témoins, experts, avocats, tous contribuèrent à reconstituer 15 années de manipulation et de crimes. Au moment du verdict, un silence religieux régnait dans la salle d'audience. Le président se leva solennellement. « Pascal Charbonneau, vous êtes reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La Cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans. » Pascal s'effondra sur son banc. 30 ans minimum avant toute possibilité de libération conditionnelle. À 62 ans, c'était un arrêt de mort déguisé. « Amélie Roux, vous êtes également reconnue coupable de tous les chefs d'accusation. La Cour vous condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. » Assortie d'une période de sûreté de 25 ans, Amélie poussa un cri et s'évanouit. Ses avocats se précipitèrent pour la ranimer. Dans le public, la famille Benoît se serrait dans une étreinte silencieuse. Justice était enfin rendue. À la sortie du palais de justice, les journalistes se pressaient autour d'eux. Antoine prit la parole au nom de sa famille. « Aujourd'hui, un chapitre terrible de nos vies se ferme. 15 ans de souffrance trouvent enfin leur épilogue. Nous pouvons enfin tourner la page et reconstruire notre avenir ensemble. » Camille ajouta. « J'espère que cette affaire servira d'exemple. Les criminels peuvent croire qu'ils sont intelligents, mais la justice finit toujours par triompher. » Le soir même, les 3 membres de la famille Benoît dînaient tranquillement dans le petit pavillon de Sylvie, enfin réunis et libres, 1 an plus tard, par une belle matinée de juin. La petite chapelle Sainte-Foy, nichée dans les collines lyonnaises, s'apprêtait à accueillir une cérémonie particulière, pas un mariage ordinaire, mais le renouvellement de vœux d'Antoine et Sylvie Benoît, 25 ans après leur première union et 15 ans après leur séparation forcée. Sylvie se regardait dans le miroir de la petite sacristie, transformée en vestiaire. À 46 ans, elle avait retrouvé son vrai visage. Quelques retouches chirurgicales avaient effacé les modifications imposées par Pascal. Ses cheveux châtains brillaient sous la lumière douce de juin, et ses yeux avaient retrouvé cette sérénité que 15 années de tourments avaient fait disparaître. « Maman, tu es magnifique. » Camille ajustait le voile de sa mère, un délicat voile de dentelle de Calais qui avait appartenu à la grand-mère d'Antoine. « Papa va fondre en larmes quand il te verra. » Camille avait 21 ans maintenant. Les 5 années de captivité avaient fait d'elle une jeune femme d'une force de caractère exceptionnelle. Diplômée de droit avec mention très bien, elle venait d'ouvrir son cabinet d'avocate spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Son premier dossier, une jeune fille enlevée par son père lors d'un divorce difficile. « Tu sais » dit Sylvie en prenant les mains de sa fille. « J'ai l'impression de me marier pour la première fois. » En un sens, c'est vrai. Camille sourit. La femme qui épousait papa il y a 25 ans était quelqu'un d'autre. Une jeune femme innocente qui ne connaissait rien de la vie. Aujourd'hui, tu épouses en connaissance de cause, après avoir traversé l'enfer ensemble. Dehors, les invités prenaient place dans la petite nef. Contrairement au faste du premier mariage Benoît, cette cérémonie se voulait intime, une 50aine de personnes seulement.
Famille, amis proches et quelques employés fidèles de l'Empire Benoît, Antoine attendait devant l'autel, vêtu d'un costume gris anthracite. À 53 ans, il avait gardé cette prestance qui l'avait toujours caractérisé, mais son regard s'était adouci. Les épreuves l'avaient rendu plus humain, plus accessible. « Tu n'as pas le trac, au moins ?» lui demanda son témoin, maître Bertrand, l'avocat général qui avait requis contre Pascal et Amélie. « Aucun trac, » répondit Antoine en souriant. « J'épouse la femme de ma vie pour la 2e fois. C'est un privilège que peu d'hommes ont. » La musique d'orgue s'éleva. La marche nuptiale de Mendelssohn, la même qu'ils avaient choisie 25 ans plus tôt, Sylvie apparut au fond de l'allée, rayonnante dans une robe de soie ivoire simple mais élégante. Camille l'accompagnait, tenant fièrement le bras de sa mère. Antoine sentit sa gorge se serrer. Cette femme qui s'avançait vers lui, il l'avait crue morte pendant 15 ans. Il l'avait pleurée, regrettée, idéalisée. Et maintenant, elle était là, plus belle que jamais, prête à recommencer leur vie commune. Quand Sylvie arriva à sa hauteur, ils se regardèrent intensément. 15 années s'effacèrent en une seconde. Ils retrouvaient leurs 20 ans, leur insouciance, leurs rêves d'avenir. « Mes très chers amis », commença le père Dubois, un vieil homme qui avait connu la famille Benoît depuis 3 générations. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un amour qui a survécu à toutes les épreuves. » Il raconta brièvement leur histoire, sans entrer dans les détails sordides de l'affaire Pascal, l'amour de jeunesse, la séparation brutale, les retrouvailles miraculeuses. Antoine et Sylvie ont appris que l'amour véritable ne meurt jamais. Il peut sommeiller, être blessé, sembler disparaître, mais quand il est authentique, il renaît toujours. Vint le moment des vœux, Antoine prit les mains de Sylvie dans les siennes. « Sylvie, il y a 25 ans, je te promettais de t'aimer pour le meilleur et pour le pire. Je ne savais pas alors à quel point cette promesse serait mise à l'épreuve. » Sa voix tremblait légèrement. 15 ans de séparation. 15 ans à te croire morte. Et pourtant, pas un jour ne s'est passé sans que je pense à toi. Sylvie avait les larmes aux yeux. Aujourd'hui, je te fais la même promesse, mais en connaissance de cause. Je sais maintenant ce que signifie « pour le pire », et je sais que notre amour est plus fort que tout. Je te promets de ne plus jamais te laisser disparaître. Je te promets de protéger notre famille, quoi qu'il arrive. Je te promets de t'aimer jusqu'à mon dernier souffle. Sylvie essuya discrètement ses larmes avant de prendre la parole. Antoine, 15 ans j'ai vécu dans l'ombre, en regardant de loin l'homme que j'aimais refaire sa vie. 15 ans à regretter de ne pas t'avoir fait confiance, de ne pas t'avoir dit la vérité. Elle serra ses mains plus fort, mais ces épreuves nous ont rendus plus forts. J'ai appris que l'amour maternel peut pousser à tous les sacrifices, mais j'ai aussi appris que l'amour conjugal mérite qu'on se batte pour lui. Elle regarda Camille, puis revint vers Antoine. Je te promets de ne plus jamais te mentir, même pour te protéger. Je te promets de faire confiance à notre amour, même dans l'adversité. Je te promets de construire avec toi et Camille une famille que rien ne pourra plus jamais détruire. L'échange des alliances fut un moment particulièrement émouvant. Antoine avait gardé précieusement l'alliance de Sylvie pendant 15 ans, dans un tiroir secret de son bureau. Sylvie avait conservé la sienne également, cachée dans une petite boîte sous son lit. Ces alliances ont traversé 15 années de séparation, dit le prêtre en les bénissant. Qu'elles soient désormais le symbole de votre union retrouvée et de votre amour éternel. Quand Antoine embrassa sa femme, l'assemblée explosa en applaudissements, Camille pleurait de joie, les invités étaient debout, et même le vieux père Dubois avait du mal à retenir ses larmes. La réception se déroula dans les jardins du Palace Royal, entièrement rénové après l'affaire Pascal. Antoine avait tenu à ce que cette fête ait lieu dans l'hôtel où tout avait commencé, où Sylvie avait travaillé sous l'identité d'Angélique, où elle avait sauvé la vie de son mari. « Un toast !» cria quelqu'un. Antoine se leva, un verre de champagne à la main. « À ma femme qui a eu le courage de tout sacrifier pour notre famille, à ma fille qui a transformé 5 années d'enfer en victoire de l'intelligence sur la barbarie. » Il leva son verre. « Et à tous ceux qui ont cru en nous, qui nous ont soutenus dans cette épreuve. Merci. » Sylvie prit à son tour la parole. « Il y a 1 an, nous étions une famille brisée, dispersée par la haine et la cupidité. Aujourd'hui, nous sommes plus unis que jamais. » Elle regarda autour d'elle. « Nous avons créé la Fondation Benoît pour aider d'autres familles dans la détresse. C'est notre façon de transformer le mal qu'on nous a fait en force pour aider les autres. » Camille se leva à son tour. «
Mes parents m'ont appris que l'amour familial est la force la plus puissante au monde. Pascal et Amélie ont cru qu'ils pouvaient détruire notre famille pour de l'argent. Ils se trompaient. Elle sourit. L'amour véritable est indestructible. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Les invités dansaient dans les jardins illuminés, portés par la joie de ces retrouvailles miraculeuses. Vers minuit, Antoine et Sylvie s'éclipsèrent discrètement pour une promenade en tête-à-tête dans les allées du parc. « Tu sais à quoi je pense ?» dit Sylvie en regardant les étoiles. « À quoi ? Qu'on a une seconde chance que très peu de couples ont. » Elle s'arrêta, se tourna vers lui. « On peut recommencer à zéro ? Avec toute l'expérience de nos erreurs passées. Et avec une fille extraordinaire qui a hérité du meilleur de nous deux. » Ils s'embrassèrent longuement sous la lune, comme 25 ans plus tôt lors de leur première nuit de noces. « Dis-moi, Madame Benoît, » murmura Antoine, « qu'est-ce que vous diriez d'un voyage de noces aux Seychelles ?» Sylvie éclata de rire. « Excellente idée, Monsieur Benoît. Après tout, c'est là que Pascal et Amélie comptaient de fêter leur victoire. Autant en profiter nous-mêmes. » Ils rentrèrent main dans la main vers le château, vers leur nouvelle vie, vers l'avenir qu'ils allaient enfin construire ensemble. L'amour avait vaincu la haine. La famille avait triomphé de la cupidité, et pour la première fois depuis 15 ans, les Benoît pouvaient être regardés vers l'avenir avec sérénité.